Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et aujourd'hui donc pour entamer Cœur de patrimoine, on va se pencher sur cette question: comment optimiser la transmission de son patrimoine entre protection du conjoint, équité entre enfants et aide aux petits-enfants. On a besoin d'un guide, et notre guide pour nous éclairer, c'est Lucille Barnichon. Bonjour Lucille. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, fondatrice de Tereil Patrimoine Lyon. Vous accompagnez donc au quotidien en tant que CGP des familles dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, et notamment sur ce sujet clé qu'est la transmission. Alors, on va bien évidemment parler de fiscalité, de solutions techniques, etc. Mais d'abord, quels sont les 2-3 principes que chacun doit, entre guillemets, avoir en tête, un peu les principes fondamentaux, quand on se dit, tiens, il faut que je pense, il faut que je prépare, il faut que je réfléchisse à ma transmission? Je pense que la première question à se poser, c'est savoir qu'est-ce qui se passerait si je partais un peu trop tôt par rapport à ce que j'anticipe. Alors, on parle de sujets pas très gais, c'est mon côté oiseau de mauvais augure, dirons-nous. Et pour autant, c'est pas autoréalisateur, hein. C'est pas parce qu'on en parle qu'on va mourir. C'est le principe du parapluie pour pas qu'il pleuve. Et donc, savoir que peut-être que ce qu'on pensait être logique, ce sera peut-être pas la réalité. Je prends l'exemple de je suis mariée, je n'ai pas d'enfant, j'ai l'impression que c'est mon mari qui va avoir tout. Et ben pas forcément. Si j'ai des parents, mes parents, ils ont droit à la moitié. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Donc, ça peut être bien de se poser la question. Ma situation aujourd'hui, je suis pas censée décéder, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il m'arrive quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Oui, non. Souvent, c'est non. Alors, il y a une espèce de mantra que, y compris moi, je répète en permanence à longueur d'émission quand on parle de ces questions-là, c'est dire il faut anticiper, il faut pas s'y prendre au dernier moment. Mais c'est quoi le bon moment? Il y a un vrai bon moment? Enfin, je dirais, est-ce que c'est à 30 ans qu'il faut commencer à se dire, tiens, il faut que j'y pense? Ou alors c'est une démarche qui est finalement réservée aux quinquas, aux sextas ou aux seniors? Alors, je dirais qu'il ne faut pas confondre anticiper et transmettre. C'est pas parce qu'on anticipe, qu'on commence à se poser des questions, qu'on réfléchit et qu'on se demande ce qu'on veut, qu'on va transmettre tout de suite. On peut anticiper sans donner. Et ensuite, la question d'âge, elle peut avoir de l'importance, mais oui, c'est important parce qu'on sait qu'on peut donner tous les 15 ans une certaine somme à certaines personnes, aux enfants notamment. On peut vouloir maîtriser le coût de la transmission, mais il faut aussi faire attention à ne pas se déposséder. Et il faut faire attention à conserver la pleine liberté sur ce dont on a besoin. Donc, se poser la question tôt, et en fonction de ses capacités, de sa situation patrimoniale, c'est faire des choses maintenant ou un peu plus tard, ou commencer certaines choses tout doucement. Allez, on rentre du coup dans le détail un petit peu, et on va non pas prendre des exemples appliqués, mais tout de même essayer d'évoquer quelques notions qui vont parler à chacun. Alors d'abord, quand on est en couple, les règles diffèrent selon qu'on est marié ou pacsé. Qu'est-ce qu'il y a justement comme différence, puisque ça, c'est peut-être le premier bas qui blesse, entre guillemets? Oui, parce qu'en général, on se paxe, parce que c'est souvent des problématiques notariales. On est allé chez le notaire parce qu'on a voulu acheter un bien immobilier. Le notaire nous a dit, il faut se paxer, attention, c'est très important, mais ça suffit pas, puisque si le conjoint est bien héritier, c'est pas le cas du partenaire de pax. Un pax sans un testament, ça protège pas. Ouais, c'est zéro. C'est zéro. L'autre grosse différence, c'est la notion de pension de réversion qui est prévue dans le cadre d'un couple marié et qui n'est pas prévue, qui n'existe pas pour un couple pacsé. Ça, c'est le fait que l'organisme de retraite reverse une partie de la pension du défunt. Exactement. Du coup, il y a des outils juridiques qui permettent, parce que vous parlez de testament, etc. Donc, il y a des outils juridiques aujourd'hui pour protéger, son conjoint, son partenaire, etc. Alors, il y a le testament, il y a quoi? Il y a l'assurance vie, il y a... Qu'est-ce qu'on a comme outil? Alors, la première outil, donc effectivement, c'est pour un partenaire de Pacs, quand on est pacsé, c'est effectivement mettre en place un testament. Et là, attention, les modèles tout préfaits sur Internet, c'est globalement ce qu'on déconseille. Donc être accompagné par un notaire pour bien rédiger correctement les choses. Faut pas être rat à ce moment-là, et tant pis. C'est pas le moment d'être rat. C'est pas ce qui coûtera le plus cher. On va lâcher son tout petit billet. Exactement. Pas auprès du notaire d'ailleurs, le plus souvent auprès des impôts. On le dit, ce qu'on appelle à chaque fois des frais de notaire, souvent c'est surtout des taxes. Exactement. Après, quand on est marié, la première question qui se pose, c'est souvent quel régime matrimonial on adopte. La séparation de biens, la communauté réduite aux acquits, qui est le régime légal, ou alors une communauté élargie, très élargie, et en fonction de l'âge que l'on a, on ne va pas opter pour le même régime matrimonial. La situation professionnelle aussi a un impact.
Ensuite, on peut prévoir d'autres choses, c'est-à-dire des aménagements de communauté, prévoir des avantages matrimoniaux, tels qu'une clause de préciput, un apport d'un bien en communauté. On peut prévoir une donation entre époux pour augmenter les droits du conjoint. Il y a pas mal de... Ouais. Surtout, ce qu'il faut peut-être rappeler, Lucille, c'est que les choses ne se gravent pas dans le marbre. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on décide de se marier sous tel régime... On peut le changer. Au fil de sa vie, on peut le faire évoluer et c'est d'ailleurs devenu de plus en plus simple. Oui, c'est assez souvent... Enfin, le cas le plus fréquent, c'est des mariages en séparation de biens parce que pendant toute l'activité professionnelle, c'était plus protecteur pour chacun des conjoints au niveau de l'activité, justement. Et puis, en vieillissant, la prise de retraite. Et puis, au bout d'un moment... Quand on est marié depuis 60 ans, on pense peut-être un peu moins à divorcer. Et là, on peut envisager une communauté universelle peut-être, avec attribution intégrale ou pas. C'est des options qui fonctionnent bien pour protéger le conjoint. Alors ça, c'est effectivement le couple, etc., quand on est marié. Maintenant, les enfants, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'il va falloir forcément que ce patrimoine, quelque part, il soit réparti. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Comment est-ce qu'on limite ? Parce que c'est le jeu aussi, le frottement fiscal, hein, surtout chez nous. Et puis, en ayant l'idée que chacun doit être bien traité, doit être traité équitablement. Alors, avant même de parler d'anticipation de transmission, moi, pour les enfants, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait de constituer une épargne pour les enfants des tout petits. Très souvent, on me dit « Mais comment ça, il vient de naître, je ne vais pas ouvrir un contrat d'assurance vie pour un bébé, ça n'a aucun sens, un contrat d'assurance vie, c'est un truc de pépé. » Non, pas vraiment. C'est un super support d'épargne long terme pour en fait donner un coup de pouce, le coup de pouce de demain pour l'enfant. Et ça, c'est un super bon début. Ouais, il faudrait même mieux ça qu'un livret A qui rapporte... L'un n'est pas exclusif de l'autre. Non, mais bon. Mais disons qu'on peut aller chercher un peu plus de dynamisme en faisant un contrat d'assurance vie, effectivement. Et puis ensuite, effectivement, on commence à penser à la transmission avec la possibilité de faire des donations. Vous parliez d'équité, donc il y a l'équité au moment où on fait la donation, et puis il y a l'équité au moment où on ne sera plus là, et où on va regarder un peu ce qui a été donné et ce que ça vaut au jour du décès. Et donc pour éviter d'avoir des gros écarts et des grosses mauvaises surprises, on pense à la donation-partage qui permet de figer les valeurs et donc de ne pas avoir de mauvaises surprises au décès du donateur. On pense à la donation, donc partage, mais qu'est-ce qu'on donne ? Est-ce qu'on donne des biens immobiliers, des valeurs financières, de l'argent simplement ? Est-ce qu'on donne en pleine propriété ou en démembré ? Quand on parlait tout à l'heure de l'âge auquel on donne, donner tôt quand on donne démembré, ça a encore plus de sens, puisque plus... La valeur de l'usufruit est plus grande. Exactement. Et autre donation à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la donation de sommes d'argent que l'on peut, à partir du moment où on a moins de 80 ans et que le donataire a plus de 18 ans, on peut donner de l'argent sonnant et trébuchant, ce qui permet aussi de bien pouvoir démarrer dans la vie, ce qui est intéressant. Et on rappelle à propos de donation-partage que ça peut se faire là aussi au cours de la vie des donations. C'est-à-dire qu'on a pu déjà entamer des donations sans s'être dit à ce moment-là, tiens, il faudrait que je pense à une donation-partage et reprendre, entre guillemets, ces donations antérieures sous la protection protection entre guillemets de la donation-partage, c'est ça ? Oui, parce que souvent on fait des petites donations au début, on fait... et on n'y pense pas. On n'y pense pas, on fait de la déclaration, on fait le CERFA auprès de l'administration fiscale, et puis tout va bien, et puis un jour on donne quelque chose d'un peu plus gros, on est obligé de passer par le notaire parce qu'on est obligé de passer par la case enregistrement parce que c'est de l'immobilier, et là on réintègre des donations passées dans le cadre du donation-partage. Donc, parents, enfants, alors on va remonter entre guillemets en descendant, il y a les grands-parents. Et ça, c'est de plus en plus fréquent, c'est aussi lié à notre image démographique, on va dire, avec des grands-parents qui vivent de plus en plus vieux et on n'en est pas mécontent. Les grands-parents, ils veulent aider directement leurs petits-enfants. Ils le peuvent, il y a des solutions qui sont efficaces dans ces cas-là ? Ils le peuvent, et surtout, il y a une solution qui est particulièrement efficace parce que le petit enfant, dans l'héritage du grand-parent, il n'a pas d'abattement dédié. Alors qu'il a un abattement si on parle de donation. Un abattement qui n'est pas neutre, encore 31 865 € qui peuvent être donnés d'un grand-parent à un petit enfant. Moi, j'aime beaucoup utiliser cet abattement et avec ça, utiliser les contrats de capitalisation. C'est-à-dire, je peux donner démembré, je peux donner un contrat de capitalisation, je peux donner soit de l'argent, soit je peux donner un contrat de capitalisation que je vais démembrer. Donc là,
le grand-parent peut avoir 81 ans, 82 ans, 92 ans, peu importe. On a quand même une petite décote et on donne une enveloppe fiscale qui a des avantages puisqu'on va avoir pris date fiscalement. Et c'est le cousin de l'assurance vie, entre guillemets. Le cousin de l'assurance vie, mais sans clause bénéficiaire et qui se transmet. C'est-à-dire qu'il survit son souscripteur. Et donc, on va avoir mis une allocation d'actifs qui va avoir été choisie par les grands-parents, et puis le petit enfant pourra en faire ce qu'il veut au décès du grand-parent. Et donc, en fait, le maître mot qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est plus intéressant fiscalement, là, donc de donner en tant que grand-parent que d'attendre le moment fatal. Là, oui, parce que là, on n'a pas les mêmes abattements. En dehors abattements. du fait qu'on a les remerciements. Et on a les câlins à la fin de la donation. C'est vrai. Un petit point technique, mais crucial, en parlant d'assurance vie, parce qu'on a plusieurs fois prononcé ce mot d'assurance vie depuis qu'on discute, Lucile, c'est la représentation qui ne se présume pas. Alors voilà, là on rentre un peu dans le archétype barbant de la technique patrimoniale, mais ça veut dire qu'un bénéficiaire, s'il renonce, eh bien c'est pas automatiquement ses enfants qui récupèrent le ballon, entre guillemets. Comment est-ce qu'on fait justement on peut rédiger... Enfin, on peut rappeler que la clause, on en fait ce qu'on veut, la clause bénéficiaire. On la rédige à son goût, à sa main. Exactement, et c'est très important parce que les clauses standards, elles sont par nature standards. Celle qu'on coche, vous savez, on vous dit cocher la case, là. C'est ça, donc on en a deux, celle avec conjoint, celle sans conjoint, et puis le reste... Celle-là, on évite, a priori, on réfléchit un peu. Celle-là, on l'évite, on en discute, et puis on essaye effectivement de prévoir des options, en fait. L'option, si c'est mon conjoint, pourquoi pas. Est-ce que c'est pertinent que ce soit le conjoint ? Pas nécessairement, parce que c'est vrai que le conjoint, il est exonéré de droits de succession. Donc, est-ce que c'est intéressant d'utiliser le contrat d'assurance vie, qui est un abattement qui est spécifique, assez important. Bon, est-ce que le conjoint, c'est pertinent ? Peut-être pas. Et puis après, est-ce que si c'est mes enfants, est-ce que mes enfants, ils auront besoin de cet argent-là ? Quand moi, je serai plus là, ils seront peut-être déjà eux-mêmes grands-parents. Et peut-être que ce sera intéressant que ce soit leurs propres enfants qui bénéficient de ce contrat. Et donc, pour pouvoir leur offrir la possibilité de renoncer, il faut le prévoir que leurs enfants pourront les représenter en cas de renonciation et pas uniquement en cas de prédécès. Et ça se rédige et il faut le faire de façon précise. On parle de termes juridiques et là, ça laisse pas de place à l'erreur. Et parfois, on peut préciser que certains assureurs refusent un petit peu les clauses un peu travaillées comme ça. On pense notamment à la clause, entre guillemets, à tiroir, dite Olagnier, du nom de ce grand spécialiste du patrimoine. Dans ces cas-là, il y a un petit tips à avoir en tête, c'est qu'on dépose sa clause chez le notaire et on stipule juste au contrat d'assurance vie que la clause est déposée chez tel notaire. Généralement, ça règle les problèmes. Quand on n'a pas d'enfant, tiens, maintenant... qu'est-ce qui se passe ? Qui hérite ? On le donne à qui on veut ? Il y a une façon de faire les choses, de reprendre la main sur tout ce qui est dévolution successorale ou pas ? La première chose à faire quand même, c'est de savoir en fait quelle est ma dévolution successorale. J'ai pas d'enfant, qui va hériter ? Qui donc ? Qui donc ? Vous avez dit les parents, c'est ça ? Alors j'ai dit les parents dans l'exemple où j'avais un conjoint, mais les parents, ça reste le cas. Ouais. Mais je vais prendre un exemple qui est un exemple que j'ai vécu avec un client. Il n'avait pas conscience de ça. Il avait plus ses parents et il avait une demi-sœur et un frère. Demi-sœur, donc née de sa mère commune, mais pas du même père. Principe de la demi-sœur. C'était pas quelqu'un avec qui il s'entendait particulièrement. Et puis par contre, son frère, avec lequel il a vécu, avec qui il s'entendait bien, a priori. Et puis c'était son vrai frère. Il estimait que c'était son vrai frère, c'était ses termes. Il pensait que c'était pour son frère. Et en fait, c'était moitié-moitié. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Alors, coup de chance, on en a parlé. Et puis, on a pu voir quelle était la dévolution successorale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prévoit un testament. Et puis, on va aller chercher à affiner un petit peu les choses. On travaille main dans la main avec le notaire dans ces cas-là pour rédiger correctement. Alors, le contrat d'assurance vie est une bonne solution. On met qui on veut comme bénéficiaire. Ou alors, on va essayer d'aller chercher à faire des transmissions anticipées en utilisant les quelques abattements qui peuvent exister. Et puis, il y a toujours la possibilité de donner à des associations avec des legs. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Et il y a des associations qui sont ravies de pouvoir profiter de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on donne à l'association avec pour mission que l'association donne à un tel. C'est ça ? C'est une espèce de... Alors, on peut faire ça. De circuit un peu... On peut faire ça, effectivement, de prévoir un leg avec charge pour l'association, de redonner l'équivalent de ce qu'aurait eu la personne à qui je voulais transmettre. Moins les associations ne payent pas de droits. Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que, quand on est dans ce cas-là, le bénéficiaire, entre guillemets, on peut y faire ce qu'on veut, que ce soit une assoce, un neveu, un ami, entre guillemets, les 152 000 et quelques qui sont... À qui on veut. Il faut juste bien l'identifier. Et ça, c'est super important. Encore une fois, la rédaction, elle doit être extrêmement précise.
Bon, ben voilà, on s'est déjà dit pas mal de choses. Votre tips, votre conseil du jour, là, le dernier qu'il faut avoir là, pour frapper l'esprit de nos auditeurs ce matin, Lucille Barnichon, qu'est-ce qu'elle a envie de professer? Allez, ma profession du jour, ce sera ce qu'on prépare se transmet mieux. Ben voilà, un mantra à avoir en tête. Merci beaucoup, Lucille. Merci. Terrae Patrimoine Lyon, à très vite. Et nous, bien évidemment, on poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.